cette candidature du professeur Maurice Kamto, il y a justement Mbombo Yebga qui arrive le dernier jour et qui dépose un dossier de candidature sous la bannière du Manidem quand même. Vous mettez ça aussi sous le compte des manœuvres du pouvoir en place? Vous savez, au Cameroun, on a désacralisé la fonction du président de la République. Et on y a utilisé beaucoup de cabinets noirs pour pouvoir assombrir la scène politique camerounaise. Parce que vous ne pouvez pas vous rendre compte que dans un pays, quand la Cour suprême dit la loi, c'est des dogmes. Et que la Cour suprême a donné raison à un X et que le ministre de l'administration territoriale soit en train de tout faire pour imposer un Y. En ce moment donné, c'est une cacophonie qui ne dit pas son nom. Nous pouvons nous rendre compte. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui ont déposé leur candidature. Il y a beaucoup de plaisantins là-dedans. Il y a des gens que moi je connais que je suis même pas sûr qui peuvent avoir 1 million. Mais où ils ont pris 30 millions tout d'un coup. Et si vous regardez, ça a été accéléré à partir de l'après-midi. À partir de l'après-midi, du lundi, jusqu'au soir. Alors, ça veut dire que le système, là, savamment orchestré parce que vous savez que le RDPC lui-même a 2 candidats. Et que la jurisprudence a fait à ce que le même RDPC avait rejeté les 2 dossiers de l'UPC dans l'Union Ekele. Alors, justement pour chercher à mettre en difficulté le Conseil constitutionnel, tout ce qui se passe là a été savamment orchestré par le régime en place. Beaucoup d'argent ont circulé, mais vraiment, nous constatons tout simplement que en 2004, la caution était de 1 500 000. En 2011, c'est monté à 5 millions parce qu'on estimait qu'on doit réduire la quantité de personnes qui pouvaient se présenter au poste de président de la République. Mais comment vous pouvez vous rendre compte en 2018, 30 millions, en 2025, 30 millions et on a cette explosion. On a 81 candidats. C'est pas possible alors que dans le plan juridique, en principe, il y a maximum 19 partis politiques qui ont des possibilités de pouvoir déposer leur candidature. C'est 19 ou 18? Bon, je crois que c'est 19. Bon, disons qu'il y a des partis politiques, au moins 18 ou 19, qui peuvent déposer leur candidature. En effet, qui remplit les conditions régies par la loi électorale. Alors, en dehors de quelqu'un qui pourra passer par d'autres canaux, c'est-à-dire que les 300 signatures, une candidature indépendante. Mais vous vous rendez donc compte que quand vous voyez qu'il y a un enfant, un jeune homme de 26 ans, un jeune homme de 31 ans, alors que la loi dit, pour être candidat à la candidature à la présidence de la République, il faut avoir 35 ans révolus. Vous ne comprenez pas que c'est de la plaisanterie. Vous pensez que, et dessus quoi, il y a parmi eux quelqu'un qui fait le droit. C'est de la plaisanterie. Nous comprenons comment fonctionne le système. Vous savez, le système RDPC aujourd'hui, c'est un peu comme la poudre rongée par les termites. C'est en train de se filtrer petit à petit. Et c'est justement pourquoi vous pouvez voir que les choses se passent de cette façon-là. Mais nous sommes sereins. Nous sommes sereins. Nous savons qu'il va y avoir beaucoup de tamis, il va y avoir beaucoup de tri. Et que dans le cas de votre parti, vous serez forcément au contentieux préélectoral. Oui, mais ça ne nous dérange pas parce que nous sommes sereins. Vous savez, on ne peut pas, je ne le dirai jamais assez, le MINAT a acté, si vous allez sur le Facebook du MINAT, vous allez voir président du Manidem, Anissé Kane, vice-président Ndomo Fils Valentin et trésorier Titio. Et cette lettre-là, ce document avait été donné à l'époque à tous les gouverneurs des régions pour faire comprendre que le Mbombok ne fait plus partie du Manidem et il n'est plus militant du Manidem. Et je ne devais pas trahir une confidence. J'étais sur un plateau ce matin
où on a essayé de l'appeler 150 fois, il n'a jamais décroché le téléphone. C'est vrai que nous-mêmes, on a essayé à plusieurs reprises. Il n'a jamais décroché le téléphone pour parce qu'il connaît les positions. Après la mort du feu à Banda, en 2015, en 2015, le parti, le CNC, a décidé, Comité national de coordination, a décidé d'investir Yebga comme président du Manidem. Nous sommes un parti révolutionnaire. Nous avons constaté au fil du temps qu'il n'en avait pas les capacités de pouvoir gérer le parti. Et nous l'avons débouté lors d'un congrès. Il a été battu au tribunal en référé. Nous ne pouvons pas comprendre que pas extraordinaire que Bombok sort de son goulag à Matom pour venir nous dire qu'il est candidat. Bon, nous comprenons, nous pouvons comprendre que c'est comme ça que ça fonctionne au Cameroun. Vous allez voir que j'ai vu la même chose, je crois avoir vu la même chose au Parti Univers, la même chose à l'UPC. Vous comprenez? C'est vraiment un désordre absolu. Nous sommes en train de désacraliser la fonction présidentielle au point où je ne sais pas ce que nous montrons à l'international par rapport au poste de président de la République. Mais je peux comprendre, qu'en tout état de cause, nous sommes dans un pays où quelqu'un a été élu en 2018 et en principe, il a donné sa fonction à son secrétaire général. C'est-à-dire que vous avez un mandat que les Camerounais vous ont donné et vous le passez à votre secrétaire général. Aujourd'hui, nous pouvons comprendre. Nous pouvons comprendre pourquoi le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a refusé carrément les hautes instructions. Nous pouvons comprendre pourquoi certains ministres de la République ont refusé d'assister aux réunions où lui est convoqué. Parce qu'en principe, vous n'êtes pas, si vous êtes SGPR, ça ne vous donne pas le droit de prendre des décisions. Même si le SGPR dont on parle bénéficie quand même d'une délégation de signature qui est tout à fait constitutionnelle. Ça, c'est pour être tout à fait exact sur cette affaire. Alors, M. Moubitang Yandaga, il y a, comme M. Djou le relevait, la question de l'image du Cameroun. Comment on regarde ça ailleurs? Il y a que, en relevant le cautionnement sur le plan financier, on avait espéré justement décourager ces candidatures fantaisistes. Mais tenez-vous tranquille, alors qu'en 2018, on a eu 52 candidats à la candidature et pour 22 candidats qui ont finalement été reçus. En 2025, nous sommes à 81 candidats à la candidature avec en prime quand même un chèque sans provision. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez donc qu'on y fasse, puisque vous avez décidé au Cameroun en particulier et en Afrique en général de mimer l'Occident en adoptant votre fameux pluralisme politique basé sur la multitude des partis politiques. Et puis, vous n'allez pas demander à quelqu'un qui a un parti politique légalisé de ne pouvoir pas prétendre, d'ailleurs même pourquoi il a légalisé un parti. Comment vous allez, sur quelle base vous allez dire lui, il ne peut pas, vous ne pouvez pas. Il n'y a que la loi qui peut dire lui, il ne peut pas. Et il me semble que c'est cette démarche qui est en train d'avoir lieu. N'en déplaise aux uns aux autres, vous verrez toute catégorie de personnes. Moi, je pense même que c'est très peu, 81, par rapport à plus de 400 partis politiques légalisés. Mais il y en a très peu, 80. Regardez le pourcentage. Non, non, non. Laissez les Camerounais. C'est aussi des exutoires qui permettent aussi de se défouler, de pouvoir aussi parfois rejeter toutes les contradictions intérieures qu'on ne peut pas gérer. Il faut bien qu'il y ait des circonstances qui vous permettent de pouvoir aussi vous affirmer. Imaginez-vous quelqu'un qui n'arrive même pas à pouvoir se nourrir
et qui arrive à une situation telle qu'il ne lui reste qu'une seule chose, c'est d'aller faire légaliser un parti en espérant qu'avec ce papier, il peut avoir des accords quelque part pour pouvoir avoir de quoi vivre. Vous allez lui empêcher cela, pourquoi? Puisque vous avez choisi la démocratie à l'occidentale. L'Afrique n'a jamais fonctionné comme ça. Alors nous devons donc accepter les conséquences de nos choix. Tout à l'heure, le militant du SDF disait, en référence à leurs efforts qui ont été louables dans les années 90, parce qu'ils se sont battus pour qu'il y ait désormais, je ne sais pas si c'était, ils se battaient pour la démocratie ou pour le pluralisme politique, parce que faut bien qu'on se comprenne là-dedans. Alors, finalement, il y a de la démocratie, il y en avait en Libye, mais il n'y avait pas de multipartisme. Alors, donc c'est pour dire aux uns et aux autres qu'il y a tellement de confusion dans cette affaire que moi je ne vois pas pourquoi laisser les gens manifester leur intention d'être président et que les organes en charge de discriminer puissent le faire. Il faut laisser les émotions. Non. Alors, ces organes vont dire, toi tu ne peux pas. Et nous, qui sommes des citoyens, nous allons observer que les organes en charge de cette discrimination ont dit, celui-là, il ne peut pas. Souffrez que ce soit comme ça. Maintenant, je voudrais aussi faire une digression, peut-être pas une digression, une réaction par rapport à toutes ces guéguerres que nous voyons là et tout. Mais c'est à l'image du Cameroun. À l'intérieur des partis politiques, les bicéphalismes... Mais c'est même comme ça que le Cameroun fonctionne lui-même. Qu'est-ce qui est étonnant dedans? Vous-même, il ne faut pas se contredire. En même temps, vous dites, vous voyez comment, vous vous plaignez du fait qu'il y a quelqu'un qui gère par procuration aujourd'hui, parce qu'il a eu des pouvoirs en tant que SGPR pour pouvoir machin et tout. Alors les gens disent, non, il gère par procuration, mais c'est la loi qui lui donne la possibilité de le faire. Puisque vous avez élu un président, un chef d'État, et par le décret, et c'est prévu dans la réglementation au Cameroun, la Constitution notamment, qu'il peut déléguer des pouvoirs, et c'est ce qu'il a fait, un point, un trait. Ce n'est pas là le problème, ce n'est pas là où se trouve le problème. Le problème, il se trouve. Moi, j'ai l'impression que les partis politiques, les mouvements politiques mettent de l'emphase là où il ne fallait pas mettre de l'emphase. Là où il faut mettre de l'emphase, c'est de faire en sorte que le Camerounais qui a faim puisse manger. Et les partis politiques ne concentrent leurs efforts que sur le contrôle du pouvoir. Or, moi j'aurais aimé voir ces 400 présidents de partis politiques réussir déjà à être au moins des maires des communes, dans chacun dans son coin, dans sa localité. C'est cela qu'il faut encourager. Parce que tout le monde, malheureusement, ne peut pas être chef d'État, ne peut pas être président. Pourquoi malheureusement? Ça peut être heureusement aussi. Bon, ça peut être heureusement. C'est pour cela que j'ai dit, nous avons choisi le pluralisme politique. Vous avez dit, nous avons choisi de mimer l'Occident. De mimer l'Occident, parce que ce n'est pas de notre culture, ça. Alors, pourquoi nous sommes surpris de voir que dans notre culture, nous, on ne connaît pas, on n'élit pas les chefs. Et en même temps, quand il faut gérer la nation camerounaise, vous dites désormais on va élire le chef. Il y a ces problèmes qu'il faut déjà régler sur le plan politique. C'est de l'ordre du civilisationnel ce que vous évoquez. Je vous dis, et c'est très important, c'est pour cela que comment vous allez donc donner, par exemple, quelqu'un qui n'a joué que son balafon, le balafon ou le tam-tam, de père en fils, de génération en génération, les enfants n'ont joué que le tam-tam et les balafons. Un jour, vous leur apportez brusquement le piano ou alors le violon. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il leur faudra un temps long d'adaptation et tout, et vous n'allez pas vous plaindre parce que brusquement,
Ils sont partis des tam-tams et des machins, c'est leur culture. Mais vous leur apportez le violon qui n'est pas leur culture, qui n'est pas un élément de leur culture. Alors vous allez accepter ça. Nous avons tous accepté au Cameroun qu'il y ait donc démocratie et pluralisme politique. Nous devons supporter les conséquences de cela et aller droit dans la bataille, non seulement idéologique, mais aussi dans la bataille pour participer à l'amélioration des conditions de vie de Camerounais. Moi, toutes ces batailles, cette discrimination, telle est venue, il y a 2 candidats, heureusement qu'il y en a déjà aussi au RDPC et tout, donc vraiment, je crois qu'il y a, la balle est au centre maintenant, puisqu'il y a des candidats dans le RDPC 2, au Manidem 2, à, je sais pas, l'UPC mal encore, 3, il en a 4. 4, alors, ainsi de suite. Alors, pourquoi vous voulez donc, avec cela, vous voulez que le Cameroun puisse changer comment, puisque vous mettez autant d'énergie uniquement sur les questions des personnes. Dès qu'il a pris la parole tout à l'heure, tout de suite, l'Ombombok. On va aller où avec ça? Ce n'est pas possible, chers amis. Essayez de vous retenir. Vous ne pouvez pas venir chaque fois sur les plateaux pour parler des individus, parler des programmes politiques, parler de ce qu'il faut pour que le Cameroun soit meilleur. Moi, c'est pour ça que je suis là. Si vous me demandez qu'est-ce qu'il faut que le Cameroun fasse pour que ça aille mieux, je vais vous dire ce que je pense. Je vous pose la question tout de suite après que Henri Atangana ait épuisé lui aussi son argumentaire sur cette question précise. Henri, vous pouvez évidemment réagir à tout ce qui a été dit précédemment. Oui, bonsoir à tout le monde. J'espère qu'on voit mieux parce que quand je me suis présenté, ma caméra ne fonctionnait pas correctement. Oui. Donc, bonsoir à tout le monde. J'ai écouté, comme d'habitude, déjà avec attention tous les intervenants. C'est assez surprenant. Première fois que je suis venu sur Zoom sur le Cameroun, j'avais dit des choses. Je me souviens vous avoir dit que les gens ne savent pas ce que ça veut dire la démocratie. La majorité des gens ne savent pas ce que veut dire la démocratie. Je dis bien la majorité. Et je l'avais rappelé. Si vous ne savez même pas le mot que vous utilisez, je dis, faites l'expérience. Demandez aux hommes politiques camerounais c'est quoi la démocratie, ils ne savent pas. Je dis ils ne savent pas. Ils vont vous donner des définitions de vertu, du bien, du mal, de ce qui est du bon sens. C'est pas ça la démocratie. La démocratie est née à partir des révolutions en Europe. Son implémentation, je ne parle pas de sa littérature, on trouvait dans la littérature depuis Platon. On implémente la démocratie à partir de la Révolution américaine, spécialement la Révolution française qui était la plus tonitruante, même si la Révolution américaine a eu avant, et le courant des révolutions qui va traverser l'Europe. La démocratie est le rejet des monarchies absolues qui existaient en Europe. La démocratie n'est pas la vertu. C'est quand les Occidentaux se sont dit « Nous ne voulons plus du roi souverain. Nous voulons que le peuple soit souverain. » Et on a dit « Comment on organise la souveraineté du peuple ?» Parce qu'il faut comprendre, si vous ne comprenez pas ce passage, vous n'allez pas comprendre ce que vous racontez même. Le roi était souverain, sacré par le pape, représentant de Dieu sur terre. Ça, ce sont les monarchies. Je ne vais pas passer toute cette histoire. Avant les monarchies, il y avait la féodalité et tout ça. Donc nous-mêmes, il y a M. Moubitan qui disait des choses très intéressantes. Nous avons emprunté des choses qu'on ne connaît pas. Donc, revenons à la naissance de la démocratie. Quand, devant l'échec des monarchies, en France, on va décider de décapiter le roi en signe de tuerie de la monarchie. La monarchie, ça veut dire le roi souverain. Et le roi était consacré et sacré par le pape. Et la loi, à ce moment-là, l'ordre juridique était l'ordre religieux. Et c'est le roi qui rendait justice et il pouvait déléguer cette justice-là. Quand les gens ne veulent plus de ça, c'est pour ça que d'ailleurs, même, je vous ai dit ici que les évêques parlent de démocratie, alors que la démocratie va de pair avec la laïcité. Parce que la démocratie désigne un nouveau souverain qui est le peuple.
et en négation du souverain qui était Dieu. Donc il n'y a pas de place d'un évêque dans la démocratie. C'est pour ça que le problème de la laïcité, de la séparation de l'État et de la religion s'est posé en France. Même si les gens ont gardé leur tradition, aux États-Unis, on prête serment sur la Bible, mais la loi est faite là par les hommes. Et puis alors on a commencé à créer les institutions qui permettent aux hommes de piloter cette démocratie. Ça commence comme ça. Donc la démocratie n'est pas une vertu ou une bonne chose ou une mauvaise chose. Deuxième chose, nous venons, et c'est là où M. Mobitan avait raison, on n'élisait pas les rois chez nous. Parce que nous sommes naturellement des royalistes, nous on n'a pas connu la révolution. C'est pour ça que vous voyez que Paul Biya est au pouvoir. Parce que dans nos natures, les personnes âgées étaient respectées, étaient source de sagesse. Il n'y avait pas d'élection pour choisir. C'est pour ça qu'il y a les longévités chez nous. Mais maintenant qu'on va appliquer ça, parce que maintenant, on veut la place, il y a tout le désordre qu'on voit là. Et ce n'est pas seulement au Cameroun. Pour rappel, il y a eu des records comme 54 candidats à la présidence en Haïti, comme par hasard. Oui, oui. La première République noire. Voilà. Vous voyez le rapport qui sort aussi de l'esclavage, de la colonisation. Et à ce moment, il y a des soubresauts. Parce qu'ils appliquent aussi des choses qu'ils ne connaissent pas. Et ce sont ces soubresauts qui vont entraîner 54 candidats. Le record a été donné, je crois, par le Nigeria, à 73 candidats. Regardez le Nigeria. Le Nigeria aussi, ancienne colonie, ancienne sortie d'esclavage, qui doit s'adapter à des réalités nouvelles. Alors que quand vous regardez les vieilles démocraties, aux États-Unis, par exemple, ça alterne entre deux courants. Démocrates, truc, et le reste, c'est de la littérature. Avec souvent un ou deux candidats supplémentaires qui sont indépendants. Voilà, indépendants. Et dans les royaumes, oui, papa, dans les royaumes, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on a voulu garder les rois. Parce que c'était un vestige de leur passé. Et sur la majorité des pays d'Europe, on a donc implémenté ce qu'on appelle les démocraties parlementaires. Et dans ces royaumes, vous allez voir que c'est très souvent le Premier ministre issu d'élections parlementaires qui est chef de l'exécutif. Le roi est symbolique. Et là, vous trouvez aussi plusieurs partis, mais qui sont obligés de former une coalition gouvernementale. La France, c'est un cas assez particulier parce qu'il a un souverain élu qui est le chef de l'État, qui est une forme de souverain élu. Et puis, plusieurs partis là s'embrouillent et on extrait quelqu'un d'une marque. Je vous rappelle que le président de la France, il est le premier tour à 25%. Et le deuxième tour, c'est un fake. C'est un faux plus de 50%, puisqu'on prend ceux qui du premier tour, les deux candidats, et il est clair que les deux qui vont au deuxième tour, c'est leurs électeurs qui vont venir majoritairement. Le reste, c'est l'accessoire. Ou bien quand on veut bloquer Marine Le Pen ou n'importe quoi. Mais c'est du faux 50%. C'est-à-dire que le fait de organiser l'élection à deux tours masque le fait que le chef d'État a moins de 25% à la présidentielle. C'est en réalité l'astuce du deuxième tour. Ceux qui demandent souvent le deuxième tour au Cameroun, évidemment, du moment où vous avez plusieurs courants, vous êtes obligé de passer par ce genre de choses. Et pour ne pas accepter qu'un chef d'État se retrouve avec 25% d'électeurs, on crée un faux 50% par un deuxième tour dans lequel on n'a tamisé que deux personnes. Et là, forcément, ça fait 50-50. C'est une astuce de calcul beaucoup plus qu'une réalité électorale. Très bien. Donc, ils ont choisi, ces pays-là ont choisi des multiples candidats, des multiples partis politiques, mais c'est des parlementaires et ils recherchent une majorité parlementaire. Merci beaucoup. Oui. Oui. Vous allez vers la fin de votre propos, Henri Atangana. Voilà, d'accord. Donc, le problème est très complexe, malheureusement, je ne fais pas exprès de durer. Le problème, parce que si on veut comprendre, on va alors comprendre pourquoi on en arrive à ça. Parce que c'était la question c'était pourquoi on a plusieurs autant ce foisonnement. Le foisonnement, il va de soi d'ailleurs, c'est un miracle. Et là, je suis d'accord avec M. Mobitan. Nous avons 250 tribus.
Le vote est tribal au Cameroun. Mais c'est un miracle s'il y a moins de 250 prétendants. C'est un miracle s'il y a moins de 250. D'ailleurs, s'il n'y a que 80, c'est déjà la chance. Puisque le vote est tribal et on a 250 tribus, forcément ça crée 250 partis politiques. Merci beaucoup Henri Atangana. Voici venu le temps de la contradiction et il y a Gabriel Gomsi qui brûle d'envie de réagir à vos propos. Non, je ne vais pas revenir spécialement sur ces propos parce que je ne veux pas rentrer dans l'école de la démocratie ici sur ce plateau. C'est pour moi venir sur un plateau comme celui-ci, prétendre que les Camerounais ne connaissent pas ce que c'est que la démocratie. Moi, je pense que c'est insulter l'intelligence du peuple camerounais. Il aurait peut-être dit, peut-être il voulait dire autre chose, mais je ne voudrais pas m'attarder sur ce débat-là, sur la définition de la démocratie. Vraiment, depuis le CM1, on apprend ça aux enfants en éducation civique, on apprend ça aux enfants au lycée, on apprend ça et puis on grandit dans une culture, dans un pays où je suis militant du SDF de surcroît, un parti politique qui a construit tous ses efforts dans ce jargon-là. Nous travaillons jour et nuit pour le développement de la démocratie et les libertés individuelles. Donc je refuse que quelqu'un reste en Europe et qui nous dise que la démocratie n'est pas encore conçue au Cameroun. Ce discours, moi, je ne l'accepte pas. Vous ne l'acceptez simplement pas. Il y a également Monsieur Djou, Clément Djou, qui a envie de réagir. Vous avez la parole. Non, on ne peut pas venir insulter l'intelligence des Camerounais en disant ça. La politique, c'est une affaire de rapport de force. Nous avons les pères fondateurs dans ce pays, les les Moumi, les Wandji, où on leur a imposé, ils ont été assassinés parce qu'ils voulaient mettre un programme qui sied aux Camerounais. Que quelqu'un veuille nous dire sur un plateau que les Africains et les Camerounais en particulier ne savent pas ce qu'on appelle démocratie. Il sait pourquoi Douala Mangabel a été assassiné, a été pendu. C'était justement parce qu'il revendiquait une cause. Il ne peut pas venir dire ça sur un plateau et que nous acceptons ça. En 1990... Douala Mangabel et tous ceux que vous citez... Exactement. Ont perdu leur vie pour la démocratie, c'est ça? C'est ce que vous dites? Pour que nous gardons la culture africaine. Quand les pères fondateurs de l'UPC, le système qu'ils avaient mis sur pied, c'était quoi? Le Cameroun devait être divisé en 4 régions homogènes. 4 régions homogènes. Alors, que quelqu'un vienne nous dire sur un plateau que non, nous ne connaissons pas la définition de la démocratie, que je lui dise, la première personne à demander l'indépendance au Cameroun, ça c'était même pas, il n'y avait même pas de parti politique. Nous sommes en 1920, c'était le pasteur Adolphe Lotinasame, qui travaillait déjà avec les Black Panthers aux États-Unis. Qui vient nous dire ça? Non, c'est moquer de l'intelligence des gens qui ont fait 35 ans, 40 ans, 50 ans de lutte. Qu'en 1990, en février 1990, qui est 16 personnes, Henriette Ekwe, Anissé Ekane et Med Yondo Black, qui sont emprisonnés parce qu'ils ont écrit un statut pour pouvoir créer un parti politique, que quelqu'un vient nous dire que nous ne savons pas ce qu'on appelle démocratie? Mais c'est pas possible. Nous ne pouvons pas accepter ce style de langage. Je dis encore que la démocratie, c'est une affaire de rapport de force. Il y a beaucoup de choses. Déjà que le Cameroun n'est pas une colonie française, mais nous parlons quelle langue? Nous sommes sous tutelle de la France. Nous parlons quelle langue? C'est ça le rapport de force. Maintenant, les gens comme Kwame Nkrumah, qui ont compris ça à l'époque, est-ce qu'on les a laissés gouverner? Ils ont été assassinés. Kwame Nkrumah a été renversé en 1966. Il est parti mourir chez Sékou Touré en 72. Que quelqu'un vienne nous dire ça, il vient en Belgique, qu'il vienne sur le terrain ici au Cameroun, qu'il voie dans lesquelles conditions nous vivons. C'est pas possible, on ne peut pas tenir ce style de langage. Comme si ceux qui sont sur le terrain n'ont jamais rien fait pour réapproprier, s'il vous plaît. S'il semble dire, quand il prend les exemples des monarchies européennes, est-ce que nous sommes restés ici, les Blancs sont venus nous trouver, hein, et ils nous ont imposé. D'accord. Vous parlez beaucoup, vous évoquez beaucoup les pères fondateurs, et ça c'est juste pour le Manidem, qui est un parti qui se revendique UPCiste à la base. Alors, est-ce que vous avez le sentiment effectivement que
c'est la culture africaine, le modèle pluraliste de ce qu'on a souvent appelé la démocratie de la bolle. Vous avez parlé de culture africaine. Est-ce que ça correspond véritablement à l'idéal des pères fondateurs au Cameroun? Est-ce que c'est faux de dire que les nations africaines, et le Cameroun en particulier, tentent de mimer un modèle occidental? Non, c'est un modèle qui nous a... La bolle, c'est qui impose ça? C'est François Mitterrand, quand le mur de Berlin s'effondre. Il dit à tous les présidents de l'Afrique, particulier de l'Afrique francophone, si vous n'acceptez pas la démocratie sur vous, vous allez partir. Les gens comme Mobutu, à l'époque, ils étaient obligés. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kinshasa avec la conférence nationale présidée par Monseigneur Mutsengo. Au Cameroun, Biya dit que la conférence nationale était sans objet. C'est ça. Les personnes. Et nous avons dans nos pays les présidents qui ont hérité du néocolonialisme, qui sont devenus, c'était les fils de Judas, ce sont tous des idéalistes. Comment vous pensez que si les colons ont laissé sur le terrain leurs sous-préfets et qu'ils doivent changer le système, c'est justement pourquoi les pères fondateurs se sont battus et continuent à se battre jusqu'à aujourd'hui. Je prends un seul exemple pour qu'ils puissent comprendre. Quand on parle de volonté politique, il faut déjà prendre le pouvoir. C'est pourquoi on se bat pour prendre le pouvoir. Quand Kagame prend le pouvoir au Rwanda, la première langue parlée au Rwanda s'appelle le français. Deuxième langue, l'anglais. En 7 ans, Kagame a mis sur pied la première langue qui est parlée au Rwanda aujourd'hui, c'est le Swahili. C'est ça la volonté politique. Vous ne pouvez pas estimer que les personnes qui dirigent le Cameroun ne sont pas ceux qui se sont battus pour avoir ce pays-là. Déjà parlé au Rwanda. Ce n'était pas la première langue. C'était pas la première langue. Et il a gardé l'anglais comme langue officielle. Voilà. Ceci dit, il est passé, le Rwanda est passé du français vers l'anglais comme langue officielle, alors qu'effectivement, on aurait aussi pu choisir le Swahili comme langue officielle. N'est-ce pas, M. Djou? Oui, je suis en train de dire que les pères fondateurs de ce pays, c'est pas eux. On a donné le pays à ceux qui ne se sont pas battus pour l'avoir. Et c'est normal. Quand, en 1956, par exemple, quand l'UPC soutient la candidature de Bida, et que Bida devient Premier ministre le 10 mai 1957, après ça, quand il essaye de grignoter un certain programme de l'UPC pour pouvoir appliquer, qu'est-ce qui se passe? On pousse Bida à la démission pour que Aïdjo devienne Premier ministre du 18 février 1958. C'est comme ça que les colons